Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence de rentrée ANAC-TNK. Je suis ravi de vous accueillir. Je suis Pascal Breton, le président de l'association ANAC-TNK, et donc ravi de vous retrouver une fois de plus sur Zoom et sur Facebook Live, puisque les conférences en personne ne sont pas encore très favorisées, mais on a souhaité garder du lien avec vous pour cette rentrée, pour vous donner d'abord des nouvelles de la Fondation, bien évidemment, mais surtout pour témoigner sur le thème de la fidélité dans l'engagement. Alors, pourquoi ce thème? Vous savez que depuis pas mal d'années, quand on vous parle de la Fondation, on vous parle surtout de la grande famille ANAC-TNK. Et quand on pense à une famille, on pense bien sûr à la fidélité que les parents ont envers leurs enfants, cette fidélité qui s'éprouve sur la durée, tant que les enfants sont petits, mais aussi quand ils sont grands, aussi quand ils deviennent adultes. Et comme vous savez que cette famille ANAC-TNK est quelque chose qui nous tient à cœur, on voulait vous montrer ce soir que cette fidélité dans l'engagement est aussi au cœur de notre action et au cœur de l'action des bénévoles, au cœur de l'action des sympathisants. Et puis cette fidélité est aussi vue à travers la vie des enfants qui sont eux-mêmes fidèles à la Fondation. Alors pour ce faire, nous avons décidé d'avoir deux témoins de grande qualité, puisqu'on accueille ce soir Charles et Élise Cruz. Donc Charles qui est responsable RH à la Fondation et Élise qui est responsable communication et partenariat. Alors pourquoi ces deux personnes à nos côtés? Déjà, je les en remercie parce qu'il est 2 heures du matin à Manille, puisqu'ils sont basés à Manille, comme vous le savez. Pourquoi ces deux personnes? Parce qu'ils ont un parcours qui nous touche et qui est emblématique. D'abord parce qu'ils ont commencé à être accueillis à la Fondation en 2008. Ils sont venus pour 2 ans en tant que volontaires et ils ont été les premiers à lancer la ferme de Batane. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu nos programmes, la ferme de Batane, c'est associé au programme des enfants des rues. Vous savez que certains des enfants des rues ont plus de mal que d'autres à se stabiliser avec l'addiction que la rue peut leur apporter, cette attraction vers la rue. Et donc en 2008, nous avons ouvert un centre à la campagne pour essayer d'aider les plus en danger. Et Charles et Élise ont eu ce bénéfice et cette joie, mais aussi ce lourd travail de lancer ce programme à Bataan et qui a fait déjà de nombreux fruits. Et puis, comme la majorité des volontaires, après 2 ans de volontariat, de bons et loyaux services, si on peut s'exprimer ainsi, ils sont rentrés en France pour reprendre une vie quasi normale. Et puis, pendant ces quelques années, ils ont discerné, ils se sont certainement posé des questions, certainement sur cette fidélité, sur cet engagement. Et ils ont décidé de revenir sur Manille pour y rester, j'ai envie de dire, à vie. En tout cas, pour dédier leur vie à la Fondation et dédier leur vie aux enfants des rues et des bidonvilles de Manille. Donc, ils sont retournés à la Fondation en 2015. Et depuis 2015, ils ne quittent plus les centres de Manille et sont aux côtés du Père Mathieu et aux côtés de l'ensemble des volontaires, mais aussi surtout des employés philippins pour travailler au service des enfants. Alors, je crois que ce soir, ils sont les mieux placés pour nous parler de cette fidélité dans l'engagement à travers leur quotidien qu'ils vivent chaque jour auprès des enfants. Et puis, ils vont aussi en profiter pour vous donner quelques nouvelles de la situation à Manille. Alors, vous connaissez maintenant le principe du Zoom et du Facebook Live. Bien sûr, coupez vos micros, sinon c'est nous qui vous les couperons. Et puis surtout, nous aurons un temps de questions-réponses à la fin, après l'intervention de Charles et Élise. Et ces questions-réponses seront lues par 2 personnes de la Fondation, donc Séverine et Tiffaine. Donc, je vous demanderai d'écrire vos questions dans le chat à la fois sur le Zoom et sur le Facebook Live. Vous connaissez, je pense, le système. Donc, vous écrivez vos questions. Soyez assez court dans les questions. Vous pouvez aussi les liker pour ceux qui préfèrent une ou l'autre question et nous essaierons d'en répondre à un maximum. Voilà pour cette courte introduction et je vous laisse la parole, Charles et Élise. Merci de votre participation à une heure tardive ou en plein milieu de la nuit. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci Pascal pour cette intro et merci à tous d'être là ce soir. Devrais-je dire du coup, comme l'a expliqué Pascal, cette nuit pour nous car il est 2h30 du matin ici à Manille. Alors pardonnez nos petits yeux et parfois on espère ne pas être trop confus non plus. Nous sommes très heureux de vous retrouver et de vous partager un petit peu de ce que nous vivons ici auprès des enfants des rues et des bidonvilles de Manille à travers ce thème de la fidélité dans l'engagement. Et quel thème! Dans nos sociétés qui sont de plus en plus individualistes, où l'instantané a le dessus, on passe son temps sur nos écrans, à faire défiler, à scroller d'un événement à l'autre, à zapper tout le temps. Donc, parler d'engagement, assez difficile dans ces conditions. Ça ne fait pas vraiment rêver, voire même ça peut faire peur.
Le Covid n'a malheureusement pas arrangé tout cela. Et pourtant, nous aimerions ce soir être à contre-courant pour vous parler de la beauté et de la fidélité dans l'engagement. Alors, l'engagement, qu'est-ce que c'est? N'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire un cours magistral, j'en serais bien incapable, mais simplement pour comprendre de quoi nous parlons, de quoi nous voulons, ce que nous voulons partager avec Charles ce soir. Alors, d'après le dictionnaire, c'est l'attitude d'une personne qui met sa pensée, son art ou ses actions au service d'une cause. Et si l'on va plus loin dans l'origine du mot, c'était en droit l'action de mettre quelque chose en gage. Autrement dit, pour aller plus loin, s'engager, c'est quelque part se mettre en gage. Donc, donner une partie de soi-même pour l'autre. Et je trouve ça assez beau. C'est magnifique et en même temps, évidemment, c'est aussi très exigeant. Car s'engager, c'est un défi qui va nous impliquer, qui va nous faire peur, évidemment, et c'est aussi risqué. Finalement, on hésite toujours à s'engager. Mais alors, pourquoi cet engagement? Car l'engagement donne du sens à nos vies. C'est une aventure qui est nécessaire de se donner, de se mettre en gage au service des autres. Finalement, l'engagement, c'est d'abord de se laisser toucher, de se laisser émouvoir et émerveiller. Et alors seulement, on aura envie de donner de soi-même. Du coup, ça veut dire ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure, aller contre l'indifférence, faire preuve de compassion. Il y a mille et une façons d'agir. Ici à Manille ou autour de vous, vous avez sûrement des milliers d'exemples d'engagement à partager aussi. En tout cas, dans notre cas avec Charles, c'est ici, auprès des enfants et des personnes âgées, que nous avons trouvé notre engagement. Alors, pour vous expliquer simplement, nous sommes un petit peu comme Obélix et sa marmite de potions magiques. Sauf que notre marmite à nous, c'est la fondation et notre potion magique, c'est l'immense amour qu'elle contient. Et on est tombé dans la marmite, comme l'a dit Pascal, en 2008 et on ne veut plus la quitter. Après tout, on n'a qu'une vie, non? Et je crois que tous ceux qui ont déjà eu l'occasion de venir ici nous visiter à Manille peuvent comprendre comment on peut être touché si fortement ici, notamment par cette joie mystérieuse qui se dégage de tant de souffrances. Comment ne pas être touché? J'ai en tête la petite Jamaïca. C'est une petite fille qui a été récupérée il y a 3 ans par nos éducateurs. Une petite fille qui errait seule dans la rue et ce sont des familles de rue qui avaient prévenu les éducateurs. Elle avait alors à peine 5 ans. Et elle venait juste d'arriver dans l'un de nos foyers pour tout petit quand je l'ai rencontrée pour la première fois. Donc, je l'ai aperçue dans un coin. Je me suis présentée. Bonjour Jamaïca et bienvenue. Je suis Élise. Et lui, là-bas, c'est Charles, mon mari. Un peu craintive. Elle s'approche de moi et me murmure: est-ce qu'il te tape? Ça fait mal? Je vous avoue que j'étais complètement abasourdie et sidérée par sa remarque. Et sans même avoir le temps de lui répondre, elle a continué avec ses mots d'enfant à me raconter l'horreur vécue chez elle, les coups donnés sur sa maman. Et un jour, c'est si fort qu'elle s'échappe. Elle s'enfuit dans la rue, la peur dans les tripes de retourner chez elle. Dans la rue, à Manille, toute seule à 5 ans, vous vous rendez compte? Alors oui, l'engagement vaut le coup. Pour Jamaïca et tous les enfants et tous les plus pauvres de Manille, chaque soutien compte. Ça peut vraiment changer leur vie. Mais faites attention, car comme pour nous, ça peut aussi changer la vôtre. Et puis regardez sur cette petite photo de Jamaïca que j'ai prise hier alors qu'elle fêtait ses 8 ans. Voilà, avec son beau sourire. Alors, comme le disait Mère Teresa, donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. Alors, comme vient de vous le dire Élise, s'engager, c'est faire un choix. Et une bonne décision, nous le savons tous, ne doit pas être prise sur un coup de tête. Comme par exemple celle de décider de perdre 3 kilos avant que chaque été. On sait tous, ça fonctionne rarement, malheureusement. Prendre une décision, oui, mais une décision réfléchie. Donc, je vais vous parler de 2 types d'engagement à travers la Fondation. Alors, le premier, c'est le plus beau à mon sens, c'est celui que prennent les personnes accueillies et les enfants qui s'engagent à rejoindre nos programmes. Et je veux juste vous partager un moment très, très émouvant pour moi, la rencontre avec Lolo Rudy.
Alors, Lolo, c'est le mot philippin pour dire papy. Donc, nous étions en maraude de nuit avec l'équipe, un éducateur de rue, une assistante sociale. Nous allions à la rencontre de Ryan, un jeune garçon qui avait pris la décision de rejoindre la fondation. Donc, laissant l'équipe régler les derniers détails avec Ryan, je suis allé traîner sur les bords de la rivière Passy, qui était juste derrière, quand j'ai vu un vieil homme aveugle se traînant par terre, tâtonnant entre le trottoir et un amas de cartons et de chiffons qui lui servait d'abri. Alors, le dialogue étant un peu trop confus, je suis allé chercher Jason, l'éducateur, et on a discuté avec Lolo Rudy, tout en soignant ses jambes couvertes de plaies ouvertes. Et nous lui avons proposé, bien sûr, de venir rejoindre notre foyer pour personnes âgées. C'était un cas urgent. Donc, et pourtant, après une heure de discussion, Lolo Rudy a refusé catégorique, nous expliquant qu'il n'avait pas besoin d'aide et qu'il avait eu déjà de nombreuses désillusions de personnes qui voulaient l'aider. Alors, pendant le trajet du retour, j'ai beaucoup discuté avec Jason pour essayer de comprendre son refus. Jason m'a alors promis qu'il allait revoir pendant la semaine Lolo Rudy, et c'est ce qu'il a fait, mais toujours avec le même refus. Après une semaine, heureusement, Lolo Rudy accepte enfin. Jason avait réussi à gagner sa confiance et Lolo Rudy avait pu poser un choix réfléchi, un engagement. Donc, il a suivi l'équipe et Élise jusqu'à notre centre pour personnes âgées. Et il a maintenant repris du poil de la bête. Il s'est fait opérer d'un œil. C'était juste une cataracte. La deuxième opération viendra bien vite, on l'espère. Et il pourra revoir en 3D, comme il dit. Et Lolo Rudy marche normalement maintenant. Il est même devenu une grande aide dans le centre, toujours là pour danser et faire des blagues. Donc, ces personnes âgées et ces enfants des rues subissent tous les jours cette vie qu'ils n'ont pas choisie. Ils sont là, seuls ou avec leurs copains d'infortune, toujours pour des raisons terribles. Abus, abandon, extrême pauvreté. Ils survivent dans la rue, mais paradoxalement, dans l'illusion de se sentir libres, de faire tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. Pourtant, leur existence est vite bafouée par tous les vices de la rue. La violence, la drogue, le vol, la prostitution, et j'en passe. Et nos éducateurs de rue qui sillonnent cette énorme ville grouillante de Manille tout au long de l'année ont la difficile mission d'aller à leur rencontre et de les aider à prendre cette décision difficile de changer leur vie, de faire confiance, d'abandonner tout ce qu'ils ont, leurs habitudes, leur liberté. Et ce n'est pas si facile et cela prend du temps. Donner sa confiance, les éducateurs le savent très bien, ça peut être long. En revanche, quand l'engagement est pris, première étape magnifique. Ensuite, c'est à nous tous ici à la Fondation de bien les accompagner chaque jour pour les aider à le tenir. Alors, nous arrivons maintenant au deuxième type d'engagement dont je souhaite vous parler, celui posé cette fois par tous ceux qui accompagnent les enfants des rues et des plus pauvres de Manille. Et je veux tout de suite vous parler d'une petite équipe formidable derrière moi. Donc, celle qui s'occupe de nos programmes pour aider les enfants et les familles des bidonvilles. Donc, à tes Rina, à tes Sally, à tes Virgie, à tes Tina, à tes Nikki. Elles vivent elles-mêmes au cœur des bidonvilles. Ce n'est pas seulement un travail, c'est un vrai choix de vie. Elles auraient pu déménager et pourtant elles ont choisi de rester vivre dans les bidonvilles avec leurs familles et leurs amis. Et cet engagement est vital pour la Fondation. On s'en rend d'autant plus compte en temps de crise, spécialement depuis le confinement en cours sans interruption depuis mars 2020 ici aux Philippines. Et malheureusement, à cause des restrictions sanitaires et des barrages militaires, de nombreuses ONG ont dû interrompre leur aide. Et grâce à nos équipes vivant elles-mêmes dans les bidonvilles, nous avons été autorisés à continuer notre action. Donc une action bien entendu limitée, mais terriblement utile et centrée actuellement sur la distribution de repas. Il faut savoir que la crise sanitaire a vraiment un impact sans précédent sur les plus pauvres. De nombreuses familles se contentent d'un unique repas par jour, celui qui est donné par la Fondation.
Il y a heureusement sur place, dans les bidonvilles, une solidarité magnifique. Toutes ces familles n'hésitent jamais à partager leurs repas avec leurs voisins qui n'ont rien dans leurs assiettes. C'est très édifiant par la simplicité et l'humilité et de s'engager, donc c'est bien donner de soi. Et je me souviens, en avril 2020, alors qu'un immense incendie venait de ravager le bidonville de Happy Land, des milliers de familles avaient tout perdu et notre petit centre Sainte-Mère Teresa avait totalement été détruit. Donc nous y étions allés pour donner de l'aide d'urgence et pour évaluer les dégâts. Et en repartant, slalomant entre les familles sur le bord de la route qui avaient récupéré quelques affaires, une maman s'est approchée avec un petit bébé tout plein de suie dans les bras et nous a dit avec un sourire, mais les yeux bien embués, merci de continuer à nous aider. Ne nous oubliez pas. Alors, comment les oublier? Cette équipe donc des bidonvilles, si discrète, nous montre que leur engagement quotidien est précieux. Et cet engagement, il est vital de le transmettre à nos enfants. Donc, alors que ce soit ici à Manille ou chez vous, à l'autre bout du monde, grâce aux associations sportives, caritatives, le scoutisme, transmettre aux enfants le goût de s'engager pour les autres. Alors ici, à la Fondation, on a une manière un petit peu particulière de le faire. Chacune de nos 26 maisons d'accueil et de nos 11 centres de jour des bidonvilles portent le nom de personnes qui se sont engagées, qui ont donné leur vie pour les autres. Donc, ces vies très diverses sont des repères pour nos enfants qui les connaissent presque par cœur. Alors, je ne vais pas tous les citer, juste quelques-uns. Je parle de Jérôme Lejeune, qui a donné sa vie pour les personnes porteuses de trisomie 21, Raoul et Madeleine Follereau, tout comme Saint-Damien des Molokai, qui ont combattu la lèpre, ou encore Sainte-Mère Teresa de Calcutta. Et on voit bien que toutes ces vies données nous font bien toucher du doigt la nécessité de la fidélité dans le temps. Alors juste, je voudrais vous partager une petite anecdote. Les bureaux de la Fondation sont situés, où on est là ce soir en ce moment, sont situés tout contre l'un de nos foyers pour enfants des rues qui s'appelle le drop-in pour garçons, qui est la première étape quand ils quittent la rue. Et en ce moment, quand je quitte la Fondation pour rentrer chez moi, au moment où je prends mon vélo, il y a Prince à la fenêtre. Alors, je vous montrerai comme sur cette photo, à peu près comme ça. Et donc, j'ai toujours Prince à la fenêtre qui vient le soir un petit peu inquiet et qui me dit « Tu reviens bien demain, hein ?» Voilà, c'est une toute petite anecdote, mais c'est vraiment pour venir illustrer l'importance de la durée et de la fidélité dans l'engagement. Car s'engager n'est pas tout, la fidélité, elle est vraiment nécessaire. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous proposer une carte de fidélité à Nactenka, quoique Pascal, franchement, ça pourrait être une idée, je pense. En fait, ce que j'aimerais plutôt, c'est vraiment essayer de rentrer en profondeur dans cette fidélité, en vous montrant un petit peu, en vous présentant simplement quelques vies qui nous entourent. Alors, la fidélité, c'est une qualité. Et c'est la qualité de celui qui est attaché à ses devoirs, à ses engagements. L'origine étymologique renvoie même à la foi, qui est à savoir garder confiance en Dieu. Donc oui, c'est un défi. Et encore plus aujourd'hui, où on cherche à tout maîtriser, à tout planifier. Souvent, on se dit s'engager, oui, mais combien de temps, quelles conditions, on a peur de se retrouver bloqué, on ne sait pas vraiment ce que sera demain. Et pourtant, je le vois comme ça. D'un côté, pas d'engagement. Voilà, on ne s'engage pas, très bien. Ce qui veut dire, bon, pas de contraintes, ça c'est évident. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Ben, rien. C'est le vide, il n'y a rien du tout. Voilà. Et de l'autre côté, il y a un engagement fidèle qui demande certes des contraintes, des renoncements, de la fatigue. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on donne du sens à ce qu'on fait, on agit et on porte des fruits. Car l'engagement, on le fait par amour. Ce n'est pas simple, on l'a déjà dit, c'est risqué, mais ça vaut tellement le coup. On ne peut aimer que dans la durée et sans rien attendre en retour. Et puis tout simplement,
J'ai envie de vous dire comment moi je peux dire à Prince qui le soir me pose sa petite question. Voilà, attends Prince, aujourd'hui c'est ok, je suis là, mais demain on verra, ça dépend de mon planning. Voilà. Vous imaginez dire ça à vos enfants? Donc, cette fidélité est possible et ceci pour chacun de nous, à la hauteur de nos moyens. Donc, comme le disait Coluche, ce n'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim, mais ça le deviendrait si on n'y changeait rien. Oui, car chaque action compte. Chacun à sa hauteur, avec ses possibilités. Et je peux vous dire que nous voyons clairement l'impact ici, il est phénoménal, puisque c'est grâce à cette magnifique fidélité que la Fondation existe depuis maintenant plus de 23 ans. Pascal, tu pourrais en parler d'autant mieux depuis toutes ces années. Cela fait plusieurs années qu'avec Élise, nous croisions régulièrement une vieille dame à la sortie de la messe, ici à Manille, et qui nous glisse une petite enveloppe contenant quelques centaines de pesos et nous disant tout simplement dans le creux de l'oreille, ce n'est pas beaucoup, j'aimerais pouvoir donner plus. Merci à vous. Un don si touchant qui rappelle l'obole de la veuve dans l'évangile de Marc. Nous ne savons presque rien de cette personne, mais ce que nous voyons, c'est la beauté, la fidélité de son engagement. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, bien sûr, et nous n'oublions pas l'engagement de tous les bénévoles et les donateurs du monde, donc les poumons de ANAC TNK. Nous sommes si reconnaissants car non seulement nous voyons concrètement les fruits ici, mais et en plus, c'est un soutien immense pour nous tous sur le terrain. On sent vraiment l'atmosphère familiale de la Fondation rayonnée par toutes ces actions faites partout dans le monde. Et les enfants le savent, et c'est aussi très, très réconfortant pour eux. Ils ont souffert de l'indifférence, la plus terrible dans la rue, et les voici aimés. Une grande famille. Oui, une grande famille. On voit bien cette fidélité, c'est vraiment un gage de stabilité. Et les enfants ici, qui sont terriblement instables, en ont un besoin, mais immense. Ils ont soif de cet amour inconditionnel dont ils ont tant manqué. Et du coup, ça me fait penser au petit David, qui aujourd'hui a 6 ans. Il est arrivé tout bébé à la Fondation. Il avait à peine quelques mois. Si je ne me trompe pas, il est issu d'une famille de rue et ses parents avaient failli le vendre. Une sorte d'adoption illégale qui malheureusement est bien réelle et assez courante dans les rues de Manille. Pour quelques milliers de pesos, un bébé est vendu à des couples en mal d'enfants. Donc David a été accueilli à la Fondation tout bébé. Aujourd'hui, il a 6 ans. Et il y a quelques mois, les employés qui s'occupent de son foyer ont remarqué un changement dans son comportement, un changement fort, des crises violentes et régulières et assez incompréhensibles. Du coup, notre équipe de psychologues a pris le relais et ils ont mis le doigt sur le fait que David est en fait très, très inquiet. Une peur de l'abandon extrêmement forte. Et le lien, finalement, a été assez rapidement fait avec l'instabilité de l'équipe à ce moment-là. Parce que notamment avec la crise du Covid, il y a eu beaucoup de turnover dans les employés parce que certains restaient bloqués chez eux, etc., remplacés un peu au pied levé. Et finalement, ce turnover, il a réussi à ébranler aussi la stabilité même du petit David. Et du coup, voilà, on parle de fidélité, de constance. C'est important d'abord pour eux, pour les enfants. Et c'est pour ça, en fait, que nous évitons au maximum ce qu'on appelle ici le one-shot, c'est-à-dire des projets ponctuels. Le turnover dans les visites, dans le volontariat aussi, et aussi parmi nos employés. Parce que ces enfants, justement, oui, ce sont des enfants, mais des enfants qui sont extrêmement blessés, qui s'attachent rapidement. Et du coup, c'est vraiment à nous tous, aux équipes qui les accompagnent, d'être vraiment vigilants pour éviter qu'ils éprouvent à nouveau cet abandon, ce sentiment de ne pas être aimé. Du coup, cette fidélité dans l'engagement des personnes ici est vraiment un point essentiel pour que les enfants et les bénéficiaires puissent compter sur des repères stables et être des sentinelles aimantes. Et nous avons bien sûr de nombreux exemples ici. Donc, bien évidemment, nous avons une pensée toute particulière ce soir, même si on va se faire taper sur les doigts, pour l'abbé Mathieu Daucher et son double engagement, celui d'être prêtre et celui d'être au quotidien un phare dans la nuit de toute la Fondation.
Nous pensons aussi à Ate Gloria, dont la fidélité est indéniablement l'une de ses qualités. Ici, tout le monde l'appelle Nanaï, c'est-à-dire maman. Donc, nous la voyons sur la photo de présentation de la soirée. Elle est l'une des personnes ressources de la Fondation. Elle en est la directrice adjointe. Et c'est elle qui a lancé le programme dans les bidonvilles il y a plus de 24 ans maintenant. Alors, elle aurait pu se contenter d'une vie confortable, mais elle a préféré de faire le choix radical de donner sa vie aux plus pauvres de Manille. À la fin de ses études de nutritionniste, elle a découvert la vie des personnes dans les bidonvilles, les carences, la faim, le manque d'hygiène et surtout l'indifférence générale vis-à-vis de cette population, de tous ces gens. Depuis, discrètement, mais avec un entrain à déplacer les montagnes, elle agit chaque jour pour répondre aux besoins de chaque personne qu'elle a en face d'elle, l'une après l'autre. Et ce qui me touche le plus, c'est son humilité et la confiance qu'elle a dans la vie et dans le bon Dieu, comme elle dit. Je trouve que cette citation de saint Ignace de Loyola décrit bien son action. Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. Du coup, ça nous montre vraiment que le plus exigeant, ce n'est pas l'acte lui-même finalement, l'acte lui-même de l'engagement, mais bien plus encore le oui à renouveler chaque jour, surtout à 3 heures du matin. Et les épreuves du quotidien nous mettent au défi. Comme partout pour tous, il y a la routine, la lassitude, les échecs. Après, dans le cadre de la fondation, difficile par exemple quand un enfant retourne dans la rue. Je pense à Yann, qui doit avoir 13 ans à peu près, qui est retourné dans la rue il y a quelques mois et on n'a plus du tout de nouvelles. Son obsession, c'était de retrouver sa maman dans l'immense jungle de Manille alors qu'il n'a aucune info, il n'y a aucun indice du lieu où elle pourrait vivre. Voilà, donc c'est dur, évidemment. On se demande aussi un peu ce qu'on a loupé, comment s'améliorer. Et puis, du coup, ça oblige quelque part à accepter de ne pas tout maîtriser. Les défis, oui, ils sont vraiment quotidiens. Et on est quand même particulièrement bien servi avec la pandémie actuelle, puisque ça fait 18 mois donc, que les enfants sont confinés dans les maisons à Métro Manila, dans la métropole de Manille. Interdiction de sortir, même pour aller au parc. Les nerfs sont à rude épreuve, ça on avoue. Mais pourtant, on reste quand même vraiment émerveillé et impressionné par les enfants. Parce que l'atmosphère, honnêtement, reste belle dans toutes les maisons. Les enfants se réjouissent de tout, de chaque activité, même les activités scolaires. Et les staffs et volontaires sont incroyables parce qu'ils font mis d'idées extra pour contrer cette dure période. Donc finalement, c'est l'inverse qui se passe, c'est que ce sont les enfants qui nous aident à tenir pour ne pas tomber dans la lassitude, pour nous renouveler et pour être attentifs, pour garder les yeux ouverts surtout sur ce qui nous entoure et ne pas nous focaliser sur nous-mêmes. Finalement, les enfants nous offrent une très belle école de vie. Alors, une autre facette de cette fidélité que je voudrais développer rapidement, c'est cette fidélité qu'a la Fondation envers tous ses enfants sous notre responsabilité, et notamment pour tous nos jeunes en situation de handicap, dont pour la plupart, ANAC-TNK est la seule famille. Donc, en 2019, une question s'est posée. Notre centre pour jeunes filles en situation de handicap venait d'atteindre sa capacité maximum d'accueil. Un soir, les éducateurs de rue rencontrent Doudaï, 10 ans, trisomique, que vous voyez ici en bas sur la photo, qui serre Atéglo dans ses bras. Doudaï est seul, n'a pas de famille et survit dans la rue à la merci de tous les dangers. Alors, que fait-on? Est-ce qu'on l'apprend? Alors, bien sûr, on s'est refusé à se poser cette question. Nous l'avons bien évidemment accueilli et nous avons lancé le projet d'un second foyer, la maison Sainte-Joséphine Bakita, pour l'accueillir et d'autres encore. Alors, ce projet a pourtant mis du temps. Ça fait 2 ans qu'il est lancé, notamment dû à la crise du Covid. Beaucoup de patience et d'efforts. Mais ce soir, j'ai la joie de vous annoncer que les travaux de rénovation vont commencer
lundi prochain et que pour Noël, Doudaï et les jeunes filles arrivées depuis pourront emménager dans un foyer tout neuf, adapté à leurs besoins. Et un petit plus côté fidélité et avenir, ce centre aura un appartement pour accueillir les jeunes adultes en situation de handicap qui pourront y vivre en semi-indépendance. Donc, Donc, finalement, pourquoi la fidélité dans l'engagement? Tout simplement car c'est ce qui porte du fruit. Chaque engagement semé et porté avec la fidélité du cœur porte des fruits magnifiques. Et ces fruits, nous avons bien entendu la joie d'en être témoins ici à la Fondation. Alors, ce ne sont pas des performances chiffrées, des nombres d'enfants aidés ou des niveaux d'études que je vais vous donner. Non, c'est bien mieux. C'est ce qui se passe dans leur cœur. Donc, je vais vous parler d'Alex, un ancien enfant des rues de la Fondation, un des premiers accueillis en 1998 par Pascal et l'abbé Mathieu. Il est maintenant enseignant ici à la Fondation. Il organise notamment des activités artistiques et sportives pour les enfants. Cette année encore, malgré le confinement, il a réussi à mettre en place un tournoi intercentre de basketball. Alors, il faut savoir que le basket ici, c'est le sport favori, un petit peu comme le foot en France. Les enfants ne peuvent pas vivre sans basket. Et il a eu l'idée de contacter des anciens copains de la Fondation pour offrir des maillots de basket à toutes les équipes en lice. Et les anciens n'ont pas hésité. Et chaque équipe s'est vue remettre un maillot floqué ANAC TNK. Vraiment, c'était très touchant de voir l'attachement de ces jeunes à la Fondation. Alors, c'est aussi Maki, un enfant des rues accueilli à la Fondation. Il est aujourd'hui policier à Manille. Il passe souvent nous rendre visite. Et il y a quelques semaines, il est venu déjeuner avec nous et il a discuté avec les enfants qui étaient nouvellement accueillis. Ils avaient les yeux pétillants devant son bel uniforme. Ils lui ont posé 1000 questions. C'était un beau témoignage très touchant. Alors depuis une bonne dizaine d'enfants ici au Drop-in Boy rêvent de devenir policiers comme Maki. Voilà. Mais le plus touchant, c'est que quand Maki, en partant, nous a glissé discrètement une enveloppe avec toutes ses économies mises de côté pour aider à son tour la Fondation. On entend parfois des personnes qui nous disent « Tous ces enfants, ils ont bien de la chance de vous avoir ». Et bien, écoutez, c'est bien gentil, mais on pense fermement que c'est tout le contraire, en fait. Raoul Follereau disait « Vivre, c'est aider les autres à vivre ». Et tous ces enfants, et plus pauvres ici, ils nous donnent finalement l'opportunité de servir, de donner du sens à nos vies, de vivre tout simplement. Donc finalement, c'est eux qui nous font un cadeau magnifique. C'est nous qui avons cette chance, c'est même un privilège, je dirais. Nous en sommes bien reconnaissants. Alors n'ayons pas peur, car plus on se donne, plus notre capacité d'aimer ou de donner augmente. Les enfants et bénéficiaires de la Fondation nous donnent cette chance immense de pouvoir servir et nous dépasser. Alors, vous vous rappelez de la marmite d'Obélix? Eh bien, avec Charles, nous vous encourageons aussi à plonger. Mais évidemment, pas dans la potion magique, non, mais à plonger dans l'amour. Alors, nous aimerions maintenant terminer par une petite prière, celle que nous disons chaque jour tous les deux, pour confier la fidélité de notre engagement. Et ce soir, nous voulons confier aussi la fidélité de tous vos engagements. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos et à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Amen. Merci à tous. Merci à tous. Merci infiniment, Charles et Élise, pour ce témoignage et puis toutes ces belles histoires pleines d'amour racontées à travers les différentes anecdotes et enfants. On va passer à la partie questions-réponses parce que j'imagine, je n'ai pas regardé le chat, mais il y a Tiffaine et Séverine qui surveillent ça. Et donc, vous êtes disposés encore, avant de retourner peut-être vous coucher,
pour répondre à quelques questions. Séverine, Tiffaine, je vous laisse la parole. Alors, beaucoup de réactions d'admiration par rapport à votre témoignage et votre engagement, Élise et Charles. Et une question de Geneviève. Geneviève qui demande quelles sont les chances de retrouver Yann, ou est-ce qu'il peut rentrer de lui-même? Alors, oui, et puis en même temps, c'est ce qu'on apprend ici, c'est de ne pas maîtriser, quoi. C'est que on n'est pas maître de ça, justement, c'est ce qui est le plus dur, hein. C'est l'abandon et que c'est leur liberté aussi. Les enfants ne sont pas forcés de rester dans nos murs. Et il faut que ce soit en plus un choix de leur part de rester à la fondation pour pouvoir grandir, s'épanouir, et voilà. Donc souvent, les enfants d'ailleurs font des allers-retours. C'est plutôt assez rare finalement d'avoir des enfants très très stables dès qu'ils arrivent. Il y a souvent des allers-retours avant de se stabiliser. On a des éducateurs et des assistantes sociales qui vont dans les rues tous les jours à la rencontre des enfants et qui connaissent les lieux où traînait Yann, justement, qui ont tout un suivi sur chaque enfant. Et évidemment, le suivi continue pour lui, mais voilà. Et ils tomberont dessus un jour. On sans doute. espère, en priant pour lui, on espère. Et il a aussi la possibilité de revenir parce qu'il sait très bien où est la fondation, on ne bouge pas. Donc il y a aussi la possibilité de venir sonner à la porte. Oui, oui. Alors, on a une autre question de Caroline concernant les projets à venir à Manille. Alors, les projets, déjà, donc, le gros projet de cette nouvelle maison Sainte-Joséphine d'Akita pour accueillir les jeunes filles en situation de handicap. Donc, voilà, j'étais tout à l'heure encore en train de réceptionner tout le matériel, le sable, le ciment. Et les travaux vont commencer jeudi pour 2 mois. Aussi, on a des projets dans les bidonvilles avec l'ouverture de 1 ou 2 centres dans des endroits où nous ne sommes pas, parce qu'il faut savoir que ce sont des petits centres dans les bidonvilles, parce que les gens ne bougent pas beaucoup, donc on est obligé de faire des petits centres. Et donc là, on a nos équipes qui sont sur place, qui font une surveillance accrue, qui vont voir les familles pour savoir où sont les besoins dans les bidonvilles et où implanter nos centres. Donc on est allé voir la semaine dernière encore un lieu où nous allons pouvoir implanter un nouveau centre. Donc ce sont des centres d'accueil de jour pour les enfants et des familles des bidonvilles. Oui, après, je crois qu'on est aussi toujours, nous, ici, très centrés sur les conséquences du Covid, parce que je pense que vous êtes quand même pas trop, assez déconfinés quand même. Ici, c'est vraiment bloqué depuis mars 2020. Enfin, et là, j'ai regardé, ils ont encore repoussé de 15 jours, voilà. Les enfants ne retournent pas à l'école depuis mars 2020. Donc, on sait que c'est un peu une cocotte minute et que dès que ça va un peu plus s'ouvrir, on va avoir beaucoup, beaucoup de travail au niveau de la rue, des bidonvilles. Donc, sûrement plein de projets à vous proposer dans quelques temps. Alors, il y a une question de Christine qui demande quels sont vos besoins et si vous êtes assez nombreux. Alors, nos besoins en termes de personnes. Alors, Charles, tu peux en parler. Pardon. Donc, ici, la Fondation emploie 190 salariés philippins pour faire tourner nos 26 centres et s'occuper des 420 enfants maintenant qui sont avec nous à temps complet. Et l'équipe tourne aussi avec 6 volontaires permanents qui viennent pour 1 ou 2 ans. C'est envoyé par l'émission étrangère de Paris ou Fidesco. Voilà, au niveau humain, on a plutôt tout ce qu'il faut pour l'instant. Oui, ouais. on est vraiment fixé sur ce qu'on disait, sur des engagements plutôt longs. Donc ça, on a cette chance-là d'avoir des employés aussi qui sont assez bien engagés, donc ça, c'est chouette. Voilà, pour tout ce qui est humain. Après, dans ce qui est important surtout, c'est dans les branches, parce qu'on a beaucoup de bénévoles qui aident Anak TNK partout dans le monde, qui font non seulement des levées de fonds, évidemment, puisque on ne vit que de dons depuis 24 ans,
ce qui est déjà un petit miracle en soi. Et ces branches ANAC TNK sont hyper précieuses partout dans pas mal de pays. Parce que là, il y a de réels besoins. Pour le coup, n'hésitez pas à aller toquer, Des bénévoles, oui. à rencontrer des bénévoles et à participer. Voilà, il y a des courses, il y a des, je sais pas, il y a des ventes de marchés vin, ventes de vin, des etc. marchés, Voilà. plein de choses comme ça. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas à vous joindre à ces régions-là. Il y a toujours des choses à faire. Et ce dont on a le plus besoin, voilà, donc c'est de la prière de vous tous et de votre soutien depuis chez vous. Oui, surtout qu'on est bien coincé, donc n'hésitez pas. Alors, j'ai beaucoup de questions. Je ne sais pas, Tiffany, si tu en as aussi. Bon, je continue alors. Le mot fondation revient souvent. Et donc, il y a une personne, Thomas, qui demande si ANAC TNK est reconnu comme une fondation selon le droit français. Alors, en fait, c'est une habitude qu'on a. Alors, c'est peut-être pas très bon. C'est qu'ici, la fondation s'appelle TNK Foundation, Tulay Nangabatan Foundation. Donc, c'est vraiment le nom local, en fait, philippin. Et du coup, on a pris l'habitude de l'appeler la fondation. Mais ANAC TNK en France est une association. Il y a l'association française ANAC TNK qui n'est pas une fondation. Pascal, surtout, n'hésite Si pas. je peux me permettre de compléter justement sur la structure française, parce que je pense que la question est intéressante. Donc, c'est une association d'intérêt général, loi 1901. Donc, ce n'est pas une association d'utilité publique. Il y a certains autres critères de vie. Cependant, même en association d'intérêt général, pour la majorité d'entre vous, vous le savez, vous bénéficiez des reçus fiscaux, donc 66% de déduction sur tous les dons. Et puis, comme on n'est pas une fondation d'utilité publique, on a créé un fonds de dotation compassion. Et ça, je pense que c'est important. Et puisqu'on parle de fidélité, je pense que c'est le bon moment pour en parler. Ce fonds de dotation de compassion nous permet aussi d'accueillir des legs ou des biens mobiliers ou immobiliers. Donc, on va communiquer sur ce sujet puisque effectivement, on parle de la fidélité dans l'engagement et léguer une partie de son bien, c'est aussi être fidèle à l'avenir de ses enfants. Et donc, fonds de dotation compassion, vous l'avez certainement vu dans certains de nos documents, mais vous pouvez y réfléchir et regarder nos informations ou nous contacter directement. Merci. Alors, j'ai une question de Paulin, 8 ans, qui demande comment vous faites pour que les enfants aiment l'école? Alors actuellement, donc comme on l'a dit, depuis mars 2020, il n'y a pas de présentiel. Alors heureusement, nous avons 8 professeurs dans la fondation qui s'occupaient avant des tout petits et de ceux qui arrivaient fraîchement de la rue. Et on a organisé des classes journalières pour que chaque enfant puisse avoir l'école, puisse pouvoir faire tous les documents donnés par leur professeur avec un instituteur qui les aide. Et donc, on a les camions, parce que les enfants n'ont pas le droit de marcher dans la rue, n'ont pas le droit de sortir. Donc, on a des camions, des petits camions qui transportent une dizaine ou une vingtaine d'enfants qui passent dans chaque centre tous les matins pour faire le transport scolaire et les emmener dans nos 8 classes voilà. C'est presque une école interne. Voilà, une école interne, parce que ce qui est important aussi, c'est que chaque enfant vit dans un centre avec une vingtaine d'autres enfants, comme une grosse famille, on va dire. Et ils ont besoin de voir les autres, d'être sociabilisés et de voir leurs frères et sœurs qui sont dans d'autres centres ou leurs copains. Et donc ça, c'est très, très important qu'ils gardent ce lien avec les autres. Donc voilà, donc ça tourne plutôt bien depuis maintenant mars 2020. On est plutôt assez aguerris de ce côté-là. Et comme ça se permet à tous nos enfants de suivre les cours. Et aussi, Élise, on a créé… Vas-y. On a créé… des salles informatiques. On a créé, il y a toute une structure pour qu'ils puissent suivre l'école en ligne. Après, pour qu'ils aiment l'école, puisque c'était la question de Paulin. Pour qu'ils aiment. Oui, pour qu'ils aiment l'école. Pour qu'ils aiment l'école, en fait, il y a des concours aussi. On a organisé plein de concours. Du moins, là, je parle du période Covid. Il y a eu un Brain Quest il n'y a pas longtemps. Il y a des concours de maths. Voilà, il y a plein de concours avec des petits lots à la clé. Donc, c'est plutôt sympa.
Et puis, ils ont tous leur uniforme. Voilà, c'est vraiment un rituel comme tous les Philippins partout aux Philippines et qu'ils gardent. Et ça permet la socialisation qui est hyper importante en ce moment. Psychologiquement parlant, pour les enfants, c'est quand même dur. Alors, j'ai une question de Gaëtan. Est-ce qu'il arrive que les enfants retournent dans leur famille? Oui, c'est l'objectif de la fondation. L'objectif de Anactenca ici, c'est d'accueillir, de réconcilier les enfants avec leur famille, évidemment dans la mesure du possible. Du moins en tout cas de recréer un lien avec la famille, parce que un papa et une maman, c'est quand même le mieux, même si on est très gentil. Du coup, oui, évidemment, après, il y a toute une enquête qui est faite pour évaluer la situation et voir si l'enfant peut être réconcilié. Donc, parfois pas, souvent pas, mais parfois oui. Ça dépend de l'âge, ça dépend de chaque enfant. Mais ça se fait tous les ans. Mais il y en a tous les ans, oui, c'est vrai. On a aussi Rodolphe qui se demande s'il y a des inquiétudes liées à d'éventuelles ruptures sur des produits alimentaires ou autres. Ça sent l'acheteur alimentaire, ça. Alors, heureusement, bon, on a un volontaire et bientôt 2 qui s'occupent de tout ce qui est achat. Le deuxième va arriver en octobre. Pour l'instant, on n'a pas eu de rupture. On a eu des petits problèmes avec la viande de porc parce qu'on a eu une grippe aviaire qui a affecté la population porcine ici. Voilà, les prix qui ont l'année dernière augmenté assez fortement, donc on a dû un petit peu modifier les menus pour pas dépenser trop d'argent parce qu'on achète beaucoup de nourriture. Voilà, le riz, parce que le riz est la nourriture de base aux Philippines. On achète 3 tonnes et demie de riz par mois et heureusement, le prix du riz est assez stable. Donc de ce côté-là, on n'a pas de problème. Mais au niveau de rupture, on n'a pas trop. On a des petits problèmes liés à des ouragans ou des choses comme ça avec quelques manques de carottes ou de tomates de temps en temps, mais pas très significatif. On a Francis qui demande si on peut venir vous voir. Et si vous y arrivez aujourd'hui, c'est super. Écoutez, oui, évidemment, on a des visites quand même. On a des visites et on est très heureux d'avoir des visites ici à la Fondation, hein, dans nos bureaux, de participer à certains temps forts, comme il y a la fête de la Fondation en août. Voilà, on a souvent des visites, hein, de partout. Après, on parlait, nous, de volontariat, donc de bénévolat sur place, où là, en revanche, on est très strict. C'est-à-dire, quand il y a une activité avec les enfants, être en charge d'une activité à faire avec les enfants, là, pour le coup, il faut que ce soit des personnes qui sont engagées au moins pour 1 an, 2 ans. Voilà. Mais après, la visite en elle-même, de venir vous joindre à des temps de prière, de venir vous joindre à des fêtes de la Fondation, oui, évidemment. Mais en ce moment, c'est pas possible. Non, en ce moment, Tout est fermé. Alors, une question qui est un petit peu liée. Les Philippins sont-ils vaccinés contre le Covid? Et du coup, quelles sont les perspectives? Est-ce que vous allez bientôt être libérés et déconfinés? Alors, j'ai pas vraiment les chiffres en tête, mais la vaccination se fait à grande échelle ici sur Manille au moins. Voilà, nos staffs, alors ne sont pas. La vaccination n'est pas encore obligatoire, mais bon, voilà, un peu tout pousse à la vaccination. Et nos staffs, actuellement, je crois qu'on est 150, il y a 150 staffs sur 190 qui sont fully vaccinated. Voilà. Donc, Donc, on ne sait pas du tout, on n'a aucune perspective. On a zéro. En fait, on veut plus trop en avoir. Ça change assez souvent. Voilà. Donc, on espère pouvoir. On espère que Noël sera. Les enfants pourront aller à la messe de Noël, mais cette année encore, on ne sait pas.
Et après, tout ce qui est masque, visière en plastique, les masques sont obligatoires dès que vous sortez dehors. Et les visières en plastique, dès que vous rentrez dans un magasin, dans une mairie ou tout ça, vont partout. Voilà. Non, on n'a pas trop de perspective. Mais on continue le travail dans la rue, hein, en revanche. Tout le travail dans les bidonvilles, ça, on peut le continuer. On a les moyens et on a les autorisations de le faire. Donc, on continue d'accueillir tous les jours. Il y a des enfants qui rejoignent les foyers. Voilà. On voit des enfants dans les rues quand même. Alors, une question de Geneviève qui demande, quand les enfants sont en bande dans les rues, comment se nourrissent-ils? Ils se débrouillent très bien. Ils partagent beaucoup, beaucoup. Quand il y en a un qui a et que l'autre n'a rien, c'est comme, voilà, ils ont vraiment cette facilité-là de partager ce qu'ils peuvent avoir. Après, ils se mettent souvent, bon, ils se débrouillent, quoi. Ils font la manche. Ils font beaucoup Et la manche. voilà, Ouais. ils viennent vous voir avec un regard de petits chiots abandonnés et pour vous demander un petit peu de quoi manger. Et puis, ça fonctionne. Voilà, ils gagnent aussi 2-3 sous en aidant les voitures à se garer ou des choses comme ça qui leur donnent 5-10 pesos. Et voilà, à Manille, il faut savoir que dans la rue, on trouve des repas à des prix défiant toute concurrence. Ouais. Ils arrivent en général très bien à se débrouiller pour se nourrir. Alors, c'est plus compliqué quand même en ce moment. Oui. Alors, une question de Christine qui demande si les différents centres sont loin les uns des autres. Alors, pour la plupart, on a depuis plusieurs années essayé de regrouper les centres dans les trois petits quartiers qui sont autour du bureau, des bureaux et du centre d'accueil de rue. Voilà, pour faciliter tout ce qui est transport, pour faciliter tout ce qui est rencontre entre les centres et tout ça. Voilà. Après, on a un autre centre qui est un petit peu plus loin dans Manille, près de la cathédrale, le centre que vous avez, sans doute certains ont vu quand le pape a visité la fondation. Et la petite ferme, donc là où on était pendant 2 ans, qui est à Batéane, une province de l'autre côté de la baie de Manille, au milieu des rizières. Et après, tous les centres des bidonvilles sont côté, côté baie de Manille, là où sont situés les bidonvilles. Avec, voilà. En gros, tout est regroupé à peu près sur 2 centres pour Voilà. enfants. Ouais. C'est plutôt facile d'accès. Alors, il y a Alors, oui, vas-y. Vas-y, c'est vrai. Une dernière question d'Alix. Comment vivre la fidélité dans l'engagement sans être tiraillé par les aspirations matérielles du monde? Un bon salaire, une grande maison, une belle voiture, des vacances à la plage, etc. Et ben, je pense que c'est un travail de tous les jours, sans forcément que ce soit des aspirations matérielles. On parlait justement de lassitude ou autre. Je pense que ça se travaille petit à petit et que de garder les yeux bien ouverts sur ce qu'on fait, sur ce qui nous entoure, sur sa famille, ses enfants, etc. Mais vraiment, les aspirations matérielles, finalement, on voit bien que c'est comme pour les enfants, la liberté de la rue, c'est une illusion et qu'au bout d'un moment, on se lasse très vite. Et puis, vous allez passer une demi-heure à la nursery Girls que vous voyez derrière avec toutes ces petites filles. Donc, nursery, c'est entre 0 et 6 ans. Et voilà, on le comprend plus facilement. Oui. Merci, Alix, pour cette question. Et je trouve que c'était une très bonne question pour conclure. Merci beaucoup pour cette question-réponse. Un petit mot, puisqu'on a eu une question que vous avez vue et que quelques-uns ont liké sur savoir comment va le Père Mathieu. Le Père Mathieu va très bien, donc il est en pleine forme et ils ont tous hâte aussi, bien sûr, que les frontières s'ouvrent et que les centres puissent s'ouvrir pour que les enfants aillent prendre l'air. Mais
Ils sont tous extraordinaires et je dois vous dire que quand on voit, nous, les conditions en France et parfois les critiques sur les conditions en France, on peut être ébahi de la force que vous avez tous à Manille de résister dans ces conditions et garder le même sourire et le même engagement, justement. Alors, merci beaucoup, Charles-Élise. Je pense que c'est un superbe témoignage. J'avais introduit en parlant de famille. Je crois que vous êtes un bel exemple de ce que peuvent être des parents d'une fondation, des parents de tous ces enfants, parents partagés avec les volontaires, avec le Père Mathieu, avec tous nos salariés qui sont exemplaires. Et ce travail sur la durée, il est d'autant plus important puisque vous savez que les conditions sont difficiles actuellement aux Philippines. Alors, elles étaient déjà avant, malheureusement. Le Covid va nous donner quand même quelques mois, voire quelques années assez compliquées. Donc là, je me retourne un petit peu plus vers vous, chers amis bienfaiteurs et donateurs, également sur votre générosité et votre fidèle générosité, mais aussi sur votre rôle d'ambassadeur. Je vous remercie d'avoir écouté ce témoignage parce que je pense que vous aurez plus de mots, plus de manières de transmettre le message des enfants, le message aussi que Charles et Lise vous ont transmis ce soir. Donc, votre rôle d'ambassadeur est également très, très important. Vous pouvez aussi devenir bénévole dans nos différentes régions en France pour nous aider à faire des actions au profit de la Fondation. Et puis, moi, en tant que président, je voudrais m'engager à quelque chose que l'on tient depuis 23 années, c'est-à-dire de garder toujours cette même philosophie de l'esprit familial. Je crois que quand on a entendu Charles et Élise et quand Mathieu prend la parole, on sent toujours cet amour non pas pour une bande d'enfants, mais pour chaque enfant individuellement. Et c'est bien ça l'esprit de la famille. Chaque enfant est important, chaque enfant a sa propre histoire et qu'il faut accompagner comme nos propres enfants. Et je crois que garder cet esprit familial, malgré que la Fondation augmente en taille année après année, c'est notre engagement, c'est notre fidélité et notre engagement auprès de vous. Garder un esprit familial, garder la transparence, garder la proximité avec vous. Et donc, on a réussi depuis 23 ans, donc je pense que ça devrait continuer sans trop de problèmes. Donc, comme je le disais, et ce sera mon dernier mot, les mois à venir risquent d'être un peu difficiles, mais quand je vois tout l'amour qu'il y a sur place à Manille et puis tout celui que vous allez leur apporter, je suis sûr que tout se passera bien et nous avons plus que jamais besoin de votre fidèle engagement. Merci à toutes et à tous. Très bonne soirée, bonne nuit et bon retour au dodo pour nos amis philippins. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.